Cet homme mystérieux se nomme le surfeur d'argent. Son corps est entièrement recouvert d'une carapace métallique argentée. Il vole à une vitesse proche de la lumière. La planche de surf sous ses pieds peut résister à presque toutes les attaques. Le jour du mariage de Mystère Fantastique et de la femme invisible, le surfeur d'argent apparaît soudainement. Toute la ville est aussitôt privée d'électricité. La torche humaine s'envole aussitôt pour le poursuivre. Même s'il met toute son énergie à l'ouvrage, il ne parvient jamais à le rattraper. Le surfeur d'argent peut ignorer tous les obstacles physiques. Il traverse directement tous les objets sur son chemin. La torche humaine déploie toute sa force. Il parvient à peine à suivre sa trace. Mais le surfeur d'argent lui saisit la gorge et le traîne jusqu'à l'espace extraterrestre. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Les flammes autour de la torche humaine s'éteignent rapidement. Le surfeur d'argent le renvoie sur Terre sans effort. Peu de temps après, Dr Fatali retrouve le surfeur d'argent. Il veut s'unir à lui pour conquérir la Terre. Mais le surfeur d'argent le refuse sur le champ. Il lance aussitôt une attaque sur le surfeur d'argent. Cependant, le surfeur d'argent riposte sans y mettre beaucoup de moyens et le met facilement hors de combat. Mais ce même jour, le surfeur d'argent est victime d'un piège organisé. Des scientifiques construisent un appareil à impulsion spéciale. Ils séparent de force le surfeur d'argent de la planche qui lui donne ses pouvoirs. Tout le monde profite de l'occasion pour le capturer et l'emprisonner dans une base de recherche militaire en Sibérie. Cet homme pauvre enfreint les règles pour pénétrer dans les toilettes des riches. Il fait pénétrer de l'eau à l'intérieur de ses vêtements. À ce moment-là, un riche homme voit ces gestes étranges. L'homme est contraint de feindre d'aller aux toilettes pour éviter d'éveiller les soupçons. Mais une seconde plus tard, son urine reflue contre toute attente. Heureusement, le riche sort de la cabine sans lever la tête. Cependant, le liquide coule le long du plafond, jusqu'à atteindre le détecteur d'alarme, qui finit par déclencher l'alerte. L'homme se met aussitôt à fuir éperdument par la tour céleste qui relie le monde supérieur et inférieur. Il retourne dans le monde des pauvres de l'étage inférieur. Le lendemain, l'homme revient travailler à la tour céleste. Mais le patron demande à tous les employés du monde supérieur et inférieur de se lever. Il annonce qu'une personne a enfreint les règles et sera immédiatement renvoyée. C'est la catastrophe. Il pense que sa visite dans le monde supérieur la veille a été découverte. Mais sans s'y attendre, la personne que l'entreprise annonce licenciée est son meilleur ami William. Avant de partir, William lui offre sa boîte comme cadeau. À l'intérieur se trouve le laissez-passer de William. Dès lors, l'homme peut désormais accéder librement au monde des riches. Il appelle aussitôt la femme du monde supérieur pour lui donner rendez-vous, afin de dîner au restaurant inversé le soir. Ensuite, l'homme insère de l'antimatière dans ses vêtements. Il enfile des chaussures anti-gravité pour inverser directement la gravité, afin de se faire passer pour un riche du monde supérieur. Grâce au laissez-passer que William lui a laissé, l'homme rencontre enfin la femme comme il le souhaitait. Bien que la femme souffre d'amnésie et ait oublié leur histoire d'amour d'il y a 10 ans, l'homme ne se résigne pas pour autant. Alors que leur conversation devient passionnée, l'homme sent soudain une odeur étrange. Il baisse la tête pour regarder et découvre que ses chaussures dégagent de la fumée. En effet, l'antimatière ne dure qu'un certain temps. Au-delà du délai imparti, elle générera une chaleur intense. Dans l'urgence, l'homme trouve rapidement un prétexte pour partir. Voyant que ses pieds commencent à prendre feu, il se précipite de toutes ses forces vers le pont et saute directement dans la mer. Au fond de l'eau, il retire tout son équipement à antimatière. Mais il oublie qu'alors, il ne bénéficie plus d'aucune protection. Une seconde plus tard, l'homme s'élève hors de l'eau. Il vole directement à travers les nuages pour chuter droit vers le monde inférieur. Le petit garçon écrit une lettre au Père Noël, mais il orthographie par erreur Satan au lieu de Père Noël. La lettre ne parvient pas entre les mains du Père Noël. Elle est directement acheminée à Satan en enfer. La nuit de Noël, le garçon dort profondément. Satan pénètre soudain dans sa chambre. Dès que le garçon voit l'homme, il est saisi de peur. Il comprend que celui qui se trouve devant lui n'est pas le véritable Père Noël. Satan esquisse un léger sourire pensant que quelqu'un lui écrit enfin avec sincérité. Après avoir lu la lettre, il découvre que le garçon n'a fait qu'une faute d'orthographe. Ayant compris la raison, il prend l'apparence du Père Noël. Il promet au garçon qu'il peut formuler 3 vœux. Puis il le presse avec impatience de se décider rapidement. Sinon, il le traînera directement en enfer. En réalité, le prix à payer pour la réalisation des 3 vœux est la rédemption de l'âme du garçon. Sans réfléchir, le garçon formule son premier vœu. Il souhaite qu'Emma, sa camarade de classe, se sépare de son petit ami et tombe amoureuse de lui à la place. Le diable éclate de rire et exauce son vœu sur le champ. Mais le garçon commence progressivement à douter. Il se demande si Satan possède vraiment le pouvoir de réaliser ses vœux. Ces paroles mettent Satan en colère. Il lance un sort sur le chat qui se trouve à côté. Le chat saisit le ballon et le lance avec précision dans le panier de basket. Le garçon est alors convaincu qu'il possède des pouvoirs magiques. Le lendemain, pendant le cours de bière à l'école, le professeur distribue de petits animaux à chaque élève. Le garçon reçoit une souris. À peine a-t-il regardé Emma qu'elle lui adresse un sourire. À ce moment-là, une voix sort de la boîte où se trouve la souris. Satan s'est incarné à l'intérieur. Il encourage sans cesse le garçon à aller parler à Emma. Le garçon réalise alors qu'il y a quelque chose d'anormal. Cet homme n'est absolument pas le Père Noël. Il raconte toute l'histoire à son meilleur ami, mais celui-ci ne le croit pas du tout. Le garçon sort la lettre sur laquelle le nom est mal orthographié. À la vue du papier, l'ami lui fait remarquer qu'il n'est pas écrit Père Noël mais Satan. Lorsque le garçon revoit Satan, il l'interroge sur sa véritable identité. Le diable ne peut plus se cacher et est contraint de dire la vérité. L'homme tient un couteau pointu à la main. Il fixe attentivement la poignée de porte qui tourne lentement. Il porte brusquement un coup de poignard et fait tourner progressivement la lame. Ce tueur possède un sang-froid extrême. Il ne produit pas le moindre bruit pendant toute l'action. Le tueur pensait ne pas être démasqué, mais une seconde plus tard, il réalise que l'homme face à lui n'est pas une personne ordinaire. Il recule alors lentement, attendant le moment pour lancer la prochaine attaque. À ce moment-là, la police arrive soudainement. Cet homme est un tueur en série. Il vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. À cet instant, un autre tueur apparaît par l'arrière. Le policier perçoit aussitôt le danger qui approche.
Il se déplace rapidement pour se mettre derrière l'homme. Mais il découvre qu'il n'y a personne aux alentours. Il s'avère que ces deux tueurs sont amis depuis l'enfance. Dès leur jeunesse, ils prenaient plaisir à maltraiter des animaux. Une fois adultes, leur esprit devient de plus en plus tordu. Commencent à tuer sans retenue dans les rues. Leurs modes opératoires sont extrêmement aguerris. Un simple coup suffit pour ôter la vie à quelqu'un. Les victimes meurent sur le champ sans avoir le temps de réagir. L'une des victimes est précisément le chef de ce policier. Le jour de sa mort, le chef prévoyait de rentrer chez lui pour fêter l'anniversaire de sa fille. Il n'a eu le temps de la voir qu'une dernière fois. Le policier arrive sur les lieux. La scène macabre lui inspire à la fois chagrin et désespoir. Peu de temps après, l'homme tue la petite amie de son meilleur ami dans un hôtel. Cet événement est le déclencheur de leur rupture violente. Peu après, l'homme est dénoncé et arrêté. Il est finalement condamné à 15 ans de prison. Toutes les personnes présentes sur place sont hors d'elles-mêmes. Il a fait périr d'innombrables innocents. Mais les preuves dont dispose la police sont insuffisantes. Il est impossible de lui ajouter davantage de charges. La fille du chef garde fermement en mémoire le visage de l'homme. Elle prend secrètement une décision. Elle deviendra à l'avenir la cause de sa ruine totale. La reine se baigne chaque jour dans une grande quantité de lait, afin de conserver une peau douce et lumineuse. Après son bain, elle distribue ce lait aux pauvres pour qu'ils le boivent. Mais les gens ignorent tous que ce qu'ils se disputent est en réalité l'eau de bain de la reine. La reine enlève également des jeunes filles aux quatre coins du royaume. Elle puise leur jeunesse grâce à la magie noire, pour conserver une apparence sans âge. Une fois que ces jeunes filles sont vidées de leur force vitale, elles deviennent aussitôt vieilles et épuisées. Pourtant, la reine n'a pas toujours occupé une position élevée. Elle n'était autrefois qu'une esclave chargée de chaînes. Lorsque le roi la voit pour la première fois, il est profondément fasciné par sa beauté. Il l'épouse aussitôt pour en faire sa reine. Mais la nuit de noces, elle assassine le roi de sa propre main. Puis elle invoque des chevaliers des ténèbres pour prendre le contrôle de tout le royaume. Jour après jour par la suite, la reine demande au miroir magique qui est la plus belle femme du monde. Pendant des années, le miroir répond que la reine est la plus belle femme du monde. 12 ans plus tard, le miroir donne une réponse totalement différente. Une personne possède une beauté qui la dépasse désormais. Cette personne est la fille du roi. À sa naissance, la princesse avait la peau blanche comme la neige. Le roi lui donne donc le nom de Blanche-Neige. Après la mort du roi, la reine emprisonne Blanche-Neige dans le donjon. Le miroir magique dit à la reine que si elle dévore le cœur de Blanche-Neige, elle pourra rester éternellement jeune. La reine donne aussitôt l'ordre à son frère de lui rapporter le cœur de Blanche-Neige. Mais lorsque son frère voit la beauté saisissante de Blanche-Neige, son cœur hésite et il n'arrive pas à porter le coup. Blanche-Neige profite de l'occasion pour l'attaquer et s'enfuit hors du donjon. Des soldats l'encerclent de toutes parts. Elle se glisse rapidement dans les égouts et parvient à fuir le palais. Ayant appris la fuite de Blanche-Neige, la reine convoque le chasseur Eric. Elle lui promet de faire ressusciter sa femme défunte par la magie s'il lui ramène la princesse. Eric accepte la mission et retrouve bientôt Blanche-Neige dans la forêt. Au moment où le frère de la reine s'apprête à emmener la princesse, Eric lui demande quand la reine tiendra sa promesse de ressusciter sa femme. Mais l'homme avoue que la reine ne possède aucun sort capable de ramener les morts à la vie. Eric réalise alors qu'il a été trompé. Il décide de fuir aux côtés de Blanche-Neige. La reine n'a encore aucune connaissance de tout cela. Lorsque la jeune fille se présente à l'élection de délégué de classe, elle remarque qu'il y a seulement 29 élèves dans la classe, mais 30 bulletins de vote au total. Elle compte à plusieurs reprises, le nombre reste toujours 30. Même le professeur principal trouve cela totalement inexplicable. Alors elle recompte les voix avec ses camarades. Au moment où elle atteint le 30e bulletin, elle aperçoit brusquement une silhouette sombre et indistincte. Les autres élèves ne voient absolument rien. La jeune fille s'appelle Miyako, elle ne veut pas effrayer les autres. Elle garde pour elle ce qu'elle a vu, mais elle ne parvient pas à comprendre pourquoi elle peut soudainement voir des fantômes. Sur le chemin du retour de l'école, Miyako sort son téléphone pour faire des recherches sur internet. Tous les résultats aboutissent à la même conclusion. Le stress trop important provoque des hallucinations. À ce moment-là, elle lève la tête sans réfléchir. Elle voit à nouveau un fantôme apparaître devant elle. Le fantôme montre les dents avec une expression terrifiante. Les autres personnes dans la voiture ne remarquent toujours rien. Elle ne parvient toujours pas à savoir si ce qu'elle voit est bien un esprit. Une peur immense la fait pleurer. Elle cherche rapidement comment réagir quand on croise un fantôme. Un expert dans une vidéo explique: il ne faut pas avoir peur, il suffit de les réprimander fermement pour qu'ils disparaissent. Plus tard, Miyako voit un petit fantôme sous forme d'enfant dans un coin. Elle décide d'essayer cette méthode, mais le résultat est inverse. Le petit fantôme n'a pas peur du tout, au contraire, il se met à la poursuivre. Miyako prend la fuite affolée jusqu'à la maison. Elle trébuche à peine entrée. Heureusement, son père arrive à temps, elle parvient à échapper au fantôme. Plus tard, pendant qu'elle cuisine, elle tombe sur une vidéo d'un autre expert. Les propos de cet expert sont totalement opposés à ceux du premier. Il ne faut surtout pas crier si on croise un fantôme. Il faut faire semblant de ne pas le voir et partir rapidement. Les faits prouvent que cet expert a raison. Miyako lève la tête et découvre que le petit fantôme se trouve déjà dans le salon. Peu de temps après, sa mère rentre chez elle après avoir cherché du travail toute la journée. Miyako allait appeler son petit frère pour lui demander d'apporter des assaisonnements. Mais elle voit le petit fantôme se diriger vers eux. Elle se souvient des conseils de l'expert, baisse aussitôt la tête et fait semblant de ne rien voir. La méthode fonctionne, le fantôme disparaît.